Ces deux-là, ces deux chemins, disons, il n'y a pas de façon de perdre la guerre et il y a aussi des façons, de perdre la guerre, non? C'est-à-dire, en gros, parce que jusqu'à présent, du moins à ce stade, on ne voit aucune issue où Trump puisse l'emporter. Et je ne parle pas des États-Unis, je parle spécifiquement de Trump. C'est pour ça que le titre le dit très clairement, non? Nous ne discutons pas de la possibilité que les États-Unis, le Pentagone ou leur armée perdent la guerre, car officiellement, il ne s'agit même pas d'une guerre. C'est un conflit, une opération spéciale comme ils disent, mais appelons les choses par leur nom. C'est une guerre et si Trump décide d'une voie, il perd la guerre politique, il perd même la guerre économique. Et s'il prend l'autre chemin, il perd aussi. Il perd des alliances, et en fait, il est déjà en train de les perdre. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce qu'il existe évidemment des possibilités pour que Donald Trump réussisse son coup. Mais ces possibilités sont de plus en plus limitées et de plus en plus petites. Alors, nous allons analyser cela pendant que nous sommes en direct, parce que c'est un direct que je fais ici, en ce moment, dans la rue, pendant que j'attends Astrid. Nous allons discuter avec ceux qui souhaitent rester ici pendant le direct. Mais en se basant sur les informations actuelles, sur ce que nous commentons et voyons chaque jour. En voyant comment évolue la guerre et en se basant sur ce qu'a été Donald Trump depuis son premier mandat jusqu'à aujourd'hui, Donald Trump est face à son plus grand dilemme. Il a la possibilité d'aborder des élections pratiquement dans le pire scénario possible, avec la pire cote dans les sondages, même plus bas que Nixon lui-même. Et en plus, elles sont publiées par Fox News elle-même, un média totalement orienté en faveur de Donald Trump. Alors, face à cela, Donald Trump peut faire peu de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, il a déclaré qu'il ne pensait pas aux élections, mais qu'il pensait à gagner sur la question de l'uranium, n'est-ce pas? Bon, l'uranium, voyons ce qui va se passer. Voyons quel serait le scénario pour que Donald Trump gagne à long terme. Je veux dire dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est ce qui lui importe, laisser une trace dans l'histoire avec son nom et avoir fait quelque chose d'important, quelque chose d'intéressant. Pour que cela se produise, il faudrait que l'uranium tombe entre les mains des Américains. Et pour que cela se produise, selon les experts, qui sont ceux qui savent comment l'uranium est organisé, ils assurent que la seule façon que cela arrive est essentiellement l'élimination complète du régime. Chose que tant les services de renseignement que le Pentagone lui-même ont reconnu, oui, nous nous sommes affaiblis, mais le régime reste intact. La même Tulsi Gabbard, lorsqu'elle était encore directrice du renseignement, disait « Il n'y a pas d'autre façon de le dire ». Plus que le régime reste intact, mais certaines positions se sont effectivement affaiblies, et aujourd'hui encore, il y a d'importants bombardements. Et c'est ici que nous arrivons à la seule issue viable pour que Donald Trump puisse emprunter une voie étrange et difficile à expliquer pour dire qu'il a gagné la guerre. C'est la fin d'un régime, et que le nouveau régime dise « Passez-le, venez récupérer l'uranium. Cela prendra entre 6 mois et 1 an pour le récupérer. » Ce n'est pas une boîte, un coffre où l'on dit « Regarde, je vais chercher le coffre et j'en sors l'uranium. » On sait bien que ce n'est pas comme ça, mais que ce serait dispersé, que ce serait dans la terre, sous les bunkers détruits ou partiellement détruits. C'est là qu'on pense que se trouve le matériau réducteur. Jusqu'à présent, les enquêtes de l'OIA, les enquêtes de renseignement de différents pays ont dit qu'il n'y a aucun moyen de savoir à quel point l'uranium est dispersé. Il n'y a aucun moyen. La seule chose qu'ils pensent, c'est qu'il se trouve plus ou moins dans une certaine zone, et pour pouvoir le récupérer quand un régime le protège à tout prix, c'est pratiquement impossible. Alors la seule façon de gagner, c'est de gagner complètement, gagner sans aucun doute pour que le régime des ayatollahs disparaisse complètement. Qu'il y ait un nouveau gouvernement, chose qui n'a même pas été faite au Venezuela. Même au Venezuela, cela n'a pas été accompli. Cela n'a évidemment pas été accompli, à Cuba, parce qu'à Cuba il ne se passe absolument rien, mais même au Venezuela, où ils ont retiré Maduro, il n'y a pas eu de changement de régime. Si cela a échoué au Venezuela, pourquoi réussirait-ce en Iran? Honnêtement. Donc, c'est pour ça le titre, j'insiste, c'est ma position, du moins pour l'instant, avec les informations que j'ai, il n'y a que 2 issues possibles en ce moment. Quelles sont-elles? Perdre d'une manière ou perdre d'une autre? Alors allons-y, passons à cette partie. Comment Donald Trump pourrait-il perdre sans perdre autant? N'est-ce pas? Évidemment, dans ces mots, il ne dira jamais qu'il a perdu, n'est-ce pas? Il ne va pas le dire, mais bon,
Disons que nous savons comment est son discours, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est de voir la réalité. Il l'a dit, et aujourd'hui Marco Rubio l'a réitéré et répété plusieurs fois, donc il ne doit subsister aucun doute. La seule façon de gagner est de s'emparer de l'uranium. Si l'uranium n'est pas emporté tant qu'ils seront encore en Iran, si l'uranium reste entre les mains de l'Iran, quoi qu'ils en disent. Non, ils ont juste convenu de le diluer un jour. Non, si l'uranium n'est pas aux mains des États-Unis, on ne peut pas parler de victoire. Parce que oui, bien sûr, à un moment donné, ils pourraient en dire « Regardez, ce serait la meilleure option, la perte la moins terrible pour Donald Trump. Qu'ils parviennent à un accord, ce que je ne pense pas voir arriver, et qu'ils disent qu'ils sont parvenus à un accord. » Où les cercles du régime disent « Laisse-le faire, dis-lui oui, mais sans préciser quand, ou annonce une date qui n'arrivera jamais. » Et alors ils disent « Écoutez, regardez, si nous allons diluer l'uranium, nous allons permettre l'entrée des spécialistes dans 6 mois. Viens ici, on en parle, et dans 6 mois, ou 3, ou peu importe, ils arrivent antédisement comme ça. Mais regarde pas dans cette zone, parce qu'en ce moment, on est en train de refaire la chaussée, non ? Ou quoi qu'il soit en train de faire, reviens plutôt le mois prochain, on va repousser un peu. En plus, je ne sais pas, je vois ce que tu veux, n'est-ce pas ? Ils vont inventer un prétexte, ils sont très forts pour ça, et ils vont repousser encore, et il ne se passera absolument jamais rien. Mais bon, dans le récit des médias, ils vont dire « Eh bien, regardez, il a réussi à obtenir la promesse qu'ils vont diluer quelque chose. Ce serait perdre, n'est-ce pas ? » Ça, il faudrait être très clair là-dessus. Et ce serait perdre de la pire manière, n'est-ce pas ? Parce que ce serait sans l'objectif principal, l'uranium, n'est-ce pas ? Et avec le régime au pouvoir, avec le détroit d'Ormuz annulé, fermé ou sous le contrôle total de l'Iran, n'est-ce pas ? Et quelle serait la pire façon de perdre, n'est-ce pas ? La pire façon de perdre serait qu'ils finissent par contrôler complètement le détroit d'Ormuz, qu'ils décident qui passe et qui ne passe pas, à qui ils font payer et combien ils font payer. Chose qui d'ailleurs est en train de se produire. C'est-à-dire, en ce moment, ils sont au point de la pire défaite. Là, on ne parle pas de ça, je répète pour ne pas inventer des choses qui ne sont pas vraies, n'est-ce pas ? Nous ne parlons pas de puissance militaire, n'est-ce pas ? En tant que telle. Qui a les meilleurs avions, les meilleurs navires ? Personne ne parle de ça, de ce sujet. Eh bien, il est évidemment très clair que les États-Unis sont une puissance dans ce domaine. Mais ici, nous parlons d'eux. Quelle est la réalité quand tu es sur le terrain, quand tu fais face à un ennemi qui, eh bien, tu vois qu'il a des montagnes, qu'il a un détroit qui peut arrêter. Et que ce n'est pas seulement une question de force et qu'il y a la pression d'un pays qui est là. Il faut parler du facteur Israël, n'est-ce pas ? C'est aussi un facteur important dans ce sujet parce que le facteur Israël, je crois que c'est celui qui fait bouger les choses en ce moment. Celui qui ne veut pas que cela reste ainsi, n'est-ce pas ? Les États-Unis, et Donald Trump en particulier, ne souhaitent pas cette situation, mais n'ont pas d'alternative. Pourquoi ? Parce que tous les calculs qu'on lui présente, parce qu'au final, ce sont des évaluations des services de renseignement, et pas seulement d'intelligence humaine, mais même d'intelligence artificielle qui lui disent « Regardez avec toutes les données que nous avons ». Si nous passons à la phase suivante, nous allons perdre autant de troupes, autant de missiles, autant de ceci. Et il lui donne la liste et il dit « Non, le risque est trop élevé. Nous ne pouvons pas continuer à opérer, alors négocie, mais prends ton temps, n'est-ce pas ? Négocie, négocie, négocie. » Aujourd'hui, on observe. Ils ont lancé plusieurs bombardements. Et depuis ce matin, des choses étranges se passent. On a tiré, on a attaqué. Je pense que c'est une attaque, même si ce n'est pas confirmé, car les Iraniens ne veulent pas paraître faibles et ne reconnaîtront pas les attaques pour l'instant. Et d'un autre côté, les services de renseignement, je pense que c'est eux qui s'en occupent. Non ? Ils ont commencé par une très forte explosion dans la zone pétrolière, chimique, pétrochimique, qui se trouve en face de le Qatar et toute cette zone, où se trouve la principale zone gazière des Iraniens. Très près de là, dans cette zone, sur la côte du Golfe Persique. Là-bas, il y a eu une explosion dans laquelle plusieurs membres de la garde révolutionnaire sont morts, n'était-ce pas ? On parle de dizaines de blessés, de morts, mais après cela, il y a eu entre 4 et 5 attaques différentes, des explosions, pas avec des avions, mais simplement des explosions. C'est ce que Yastri vous a dit. Alors, regardez la vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment très intéressant et je pense que ce soir, nous allons devoir revenir sur ce sujet parce qu'il y a des attaques en cours, c'est-à-dire qu'il y a des attaques étendues, mais elles ne viennent pas des États-Unis.
Du moins, c'est ce que l'on pense, parce qu'il n'y a pas de confirmation à ce sujet et je ne pense pas qu'il y en aura. On pense que ce seraient les services de renseignement israéliens, n'est-ce pas? C'est ce que l'on croit. Ça pourrait venir d'un pays du Golfe, mais en réalité, ils n'ont ni l'expérience, ni, à mon avis, l'intention de le faire maintenant. D'ailleurs, dans les pays du Golfe, en ce moment, ils demandent à Trump de mettre fin à la guerre, qu'elle se termine. Pourquoi est-ce que je pense que la situation restera inchangée pour l'instant avec les informations dont je dispose? D'abord car le pétrole reste au-dessus de 90 $, sans augmenter. Les pétroliers savent donc quelque chose. Ils doivent avoir accès à certaines informations qui leur font dire « Bon, ils sont en train de s'arranger et le récit sera, je ne sais pas, voyons ce qu'ils vont inventer au sujet de l'uranium ou d'autres choses. Ce qu'ils vont dire sera intéressant, mais au moins nous, je pense, nous devrions être très clairs là-dessus. Si l'uranium reste entre les mains du régime des ayatollahs, eh bien ce serait un succès pour eux. Ce n'est pas un succès militaire, car ils n'ont rien gagné militairement. Ce serait un succès stratégique. Préfères-tu perdre la bataille, mais gagner sur le plan stratégique, gagner la guerre? C'est pourquoi ils disent que c'est préférable pour eux. Qu'ont-ils perdu? Eh bien, ils ont perdu Ali Khamenei, Ali Khamenei. Je veux dire, il lui restait quoi? Combien de temps? À ton avis, il lui restait combien de temps? Déjà une personne âgée, une personne malade, sous forte pression, etc. C'est-à-dire, on savait déjà qu'il approchait des 90 ans, non? Enfin 80 et quelques. Et avec des maladies, n'est-ce pas? Avec des problèmes, n'est-ce pas? Au-delà de l'âge, il avait déjà des soucis. Donc parfois, il disparaissait pendant des mois, n'est-ce pas? Et ce qu'on pense, c'est qu'il était en train d'être soigné, n'est-ce pas? Alors, au dernier moment, il décide et laisse pour consigne de ne pas nommer son propre fils, Mojtaba Aminei, comme guide suprême. Il le met par écrit, mais malgré cela, Mojtaba Aminei devient guide suprême. Mais pas à cause de son père, car son père ne voulait pas que cela arrive, il devient guide suprême grâce à la garde révolutionnaire. Et ce sont eux qui dirigent réellement en ce moment, parce qu'on ne sait absolument rien de Mojtaba. Il est probablement inconscient ou gravement blessé. Ils disent qu'il est conscient. Écoutez, sincèrement, je serais apparu. C'est-à-dire, si c'était vraiment le cas, peut-être qu'il apparaîtrait à un moment donné, mais pour l'instant, au moins, je veux dire, en dehors de toute controverse et de tout ça, il a de fortes chances de perdre, peu importe comment tu regardes les choses. La seule solution réelle, c'est d'y aller parce que, regarde par exemple, sur la question du Venezuela, on peut la mesurer d'une manière différente. Pourquoi? Parce qu'au final, ok, ce n'était pas à cause de Maduro, il a écarté Maduro, parfait. Il a calculé et s'est demandé avec qui il gagnerait le plus. Avec une Delcy Rodriguez qui va toujours me dire oui, que je contrôle parfaitement, ou avec une Maria Corina qui va se baser sur les lois, qui va se baser sur les règles, ou n'importe quel autre personnage qui pourrait entrer, que ce soit Edmundo González ou qui que ce soit. Non, le point est que s'ils entrent vraiment dans une phase de véritable démocratie, eh bien ils vont fonctionner comme un vrai pays, n'est-ce pas? Avec des lois, une souveraineté nationale, ceci ou cela, on va au moins essayer, n'est-ce pas? Mais le jeu ne serait déjà plus le même. Il a demandé ce qui se passe avec ce sujet, disant que ce sera instable, qu'on ne pourra pas faire d'affaires. Lui, il veut l'argent, le pétrole, l'or, etc. Il a préféré commencer à faire des arrangements, il a commencé à acheter du pétrole, il a commencé à investir, il a commencé à dire à Exxon « Vous pouvez parfaitement entrer ici ». De temps en temps, ils font une démonstration de force, comme en emmenant ce Saab, par exemple. Ou l'autre jour, celui qu'ils ont fait atterrir de manière très bruyante, avec ces hélicoptères de transport incroyablement grands, ils sont entrés soi-disant pour faire un exercice d'évacuation. Je ne sais pas trop quoi, avec la permission du Venezuela, soi-disant, tout ça. Il dit que c'est juste une façon de rappeler qui est là, n'est-ce pas? Que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tant que vous respectez ma zone, ce que je vous dis, non, ce que je vous demande. Alors, évidemment, il est plus avantageux pour lui d'avoir Adelcy Rodriguez, Adelcy en ce moment. Mais ici, de ce côté, ce qu'il voulait les miser, c'était d'avoir Massoud Pezeshkian là. Le pari des États-Unis et d'Israël était d'avoir un Massoud Pezeshkian, comme président de l'Iran, en ce moment d'ailleurs, de le maintenir là, mais sans les gardiens de la Révolution, de les mettre de côté. Qu'a fait la garde? Elle a compris cela. Elle a compris la stratégie et ce qu'elle a fait, c'est non, non, non. Eh bien, ils ont retiré le pouvoir à Massoud Pezeshkian. Massoud Pezeshkian, Adelcy Rodriguez, nulle part, il ne peut pas quitter le pays. Pour l'instant, il est protégé.
Et qui le protège? Les gardiens de la Révolution. Donc, ce qu'ils disent, c'est ce qui compte, non? Ils ont le pouvoir et Massoud Pezeshkian, eh bien, devient en gros une marionnette. Regardez, c'est tellement vrai qu'il y a quelques jours, il a libéré Internet. Il a dit « Ça y est, nous allons libérer Internet. 90 jours, c'est suffisant. » Internet est rétabli et il ordonne sa libération. Internet reste libre un jour. Les gens se connectent et l'opposition s'organise à nouveau. Et ils coupent à nouveau tout l'Internet et envoient un ordre depuis le Parlement iranien, et ils envoient un ordre disant que toute règle, tout ce qui a été dit au sujet d'Internet est annulé. C'est-à-dire, c'est fondamentalement un coup d'État. On n'a pas évoqué un coup d'État, mais c'est ainsi que je le perçois. Il a eu lieu à l'arrivée du nouveau guide suprême, et Massoud Pezeshkian exécute simplement leur volonté. Donc oui, on a pensé à une sorte de Delcy Rodriguez en Iran, qui allait leur dire « Regardez, on négocie, vous entrez ou vous passez par un pays tiers de confiance. Il n'est pas nécessaire que ce soit les États-Unis. » Un troisième pays non impliqué dans la guerre pourrait intervenir. Par exemple, les Français expérimentés dans le nucléaire, possédant des centrales et développent des armes nucléaires. Bon, pas en cours de développement, ils ont des armes nucléaires qui ont été construites par eux-mêmes. C'est un pays fiable pour les États-Unis. Plus ou moins. Alors donc, les Français pourraient en faire partie. Parmi d'autres possibilités, non? Parce qu'on parlait de plusieurs pays qui pourraient être un pays tiers avec lequel les Iraniens seraient en d'accord, même par l'intermédiaire de l'OIA, où ils s'occuperaient de trouver et diluer l'uranium sans troupes américaines, mais avec la confiance que cela arriverait vraiment. Ce serait un autre sujet sur lequel les États-Unis, ou Trump spécifiquement, pourraient dire qu'ils ont gagné. Qu'ils les laissent vraiment envoyer des gens là-bas, cela pourrait être possible. Qu'on leur dise « Vous allez entrer, mais immédiatement, pas dans 10 mois, non, 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 immédiatement. Il y aura déjà des gens en train d'opérer à partir de maintenant. » Et vous dites ce que vous voulez à vos gens, aux plus radicaux, mais moi, j'aurai des gens là-bas en train d'opérer. Ça pourrait être ça. Mais bon, qui sait, honnêtement, pour l'instant, il y a beaucoup de théories, non? Et comment allez-vous? Salutations à toute la communauté. À ceux qui sont là, salutations à Sylvia. Très bien. Je vois ici. Éliseo, comment ça va, Éliseo? Salutations. Bonne soirée à toute la communauté qui arrive. Il y a 2 Éliséos, c'est ça? Les 2 sont là. Je me suis trompé, j'ai demandé si j'avais bien vu. Super, comment tu vas? Un grand salut. Ici, Elisabeth aussi envoie un message. Éliseo, Éliseo. Donc 2 Éliséos. Elisabeth, non? Eh bien, tous les Élises se sont réunis, n'est-ce pas? Super, bon voilà, c'est fait. Ici, regardez comment ça se passe. Donc, il y a un beau petit soleil, il fait 28 degrés. Bon, eh bien, on est déjà sorti un peu pour faire de l'exercice. Et maintenant, il est temps de partager un peu ce qui se passe. Cette fois-ci, c'était plutôt un commentaire, non? Surtout, cela faisait un moment que je voulais vous parler de cette situation. Comment allez-vous? Je vois ici Sebola, comment vas-tu? Salutations à toute la communauté qui arrive. Il dit « Très bon après-midi, salutations. » Eh bien, Yesenia, comment vas-tu? Rue, qui est-ce? Rue, Vlogs, voyons, par là. Rouvlogs, comment vas-tu? Rouvlogs. C'est parce que ce ne sont pas, je ne sais même pas si ce sont des lunettes grossissantes. Mais enfin, on dirait que elles sont sales, je crois, parce que ça fait bizarre. Super, eh bien, portez-vous bien, passez un excellent après-midi. On continue à discuter plus tard. Eh bien, Trump a aussi une caractéristique, non? Ça, il faut en tenir compte. Rappelez-vous de cette fameuse phrase « Chien qui aboie ne mord pas ». Et Trump aboie énormément, énormément. C'est-à-dire, il parle, un peu comme les Iraniens aussi, n'est-ce pas? Ils sont aussi un peu comme ça. Ils crient beaucoup, ils parlent beaucoup. Ce n'est pas... Peut-être que ça impressionne, non? Mais ce n'est pas ça, c'est-à-dire, à ce niveau de pouvoir, on sait, on connaît, quand les gens se comportent comme ça. Quand Trump a été le plus affaibli, c'est là qu'il a le plus agi. Donc quand il est silencieux, inquiétez-vous. Mais en ce moment, quand il dit 1000 choses, eh bien, peut-être pas autant, non? On va voir ce qui se passe, non? Merci à John d'être ici et de me permettre de vous accompagner où que vous soyez. On revient dans un petit moment. Salutations, bonsoir, dit-il. Et tu es en Espagne, n'est-ce pas? Tu as raison, tu es en Espagne. Super alors, prends soin de toi. Il est déjà tard, non? Il est déjà un peu tard. On se voit tout à l'heure. On continue à discuter dans un petit moment. Ici, il fait presque nuit et c'est maintenant qu'on fait le direct le plus long, non? On se retrouve dans un instant pour continuer à discuter. À tout à l'heure.